Donc le cours d'aujourd'hui, je voudrais parler de tension de surface des tissus. Je vous ai montré la dernière fois ces images d'organoïdes en vous disant ça ressemble à des gouttes liquides. Ça ressemble à des gouttes liquides pour deux aspects, parce qu'il y a une viscosité. Je vous ai montré ces expériences où il y avait une fusion entre deux organoïdes, et aussi parce que, en gros, c'est des sphères. Et en gros, c'est des sphères. Si on est un peu naïf, ça veut dire qu'il y a une tension de surface. Donc c'est ça que je veux discuter aujourd'hui, et je vais le faire un peu en détail et vous montrer des conséquences. Alors je ne prétends pas faire le tour de tout ce qui existe sur les tensions de surface, je vais vous montrer un modèle qui est dû à Lisa Manning, et puis je vais vous montrer un certain nombre de résultats expérimentaux. J'allais dire qu'ils sont ceux qui m'amusent le plus, en particulier des résultats qui ont été trouvés dans l'équipe de Françoise Brochard. Donc j'ai appelé ça tension de surface des tissus. À ma connaissance, la personne qui le premier a eu cette idée d'introduire la notion de surface, de tension de surface dans les tissus, c'est quelqu'un qui était professeur à MIT, qui s'appelle Malcolm Steinberg, qu'on avait eu comme visiteur à l'Institut Curie, qui a introduit ça très tôt, puisque c'était dans les années 60, je crois. Le premier article date de 1963. Alors l'idée que Steinberg avait de la tension de surface dans un tissu, c'est un peu la même que les idées originales sur la tension de surface que les gens avaient au début du 19e siècle. Ça, c'est des gens comme Young ou Laplace. Et c'est ça l'idée de base. L'idée de base, c'est que si vous regardez une cellule à l'intérieur d'un sphéroïde, par exemple, elle a des interactions attractives avec ses voisins parce qu'il y a des molécules d'adhésion qui créent des liens d'adhésion entre la cellule qu'on regarde et ses voisins. Si vous transportez la cellule sur la surface, il y a moins de voisins sur la surface, donc elle a moins d'énergie d'adhésion, et l'énergie d'adhésion augmente quand on transporte la molécule sur la surface, donc ça coûte de l'énergie de créer une surface, et c'est ça la notion de tension de surface dans un tissu. Alors je vais commencer par vous décrire les idées de Steinberg. Le premier paragraphe s'appelle tension de surface. Et l'idée principale de Steinberg, c'est ce qu'il appelait la differential adhesion hypothesis. Alors qui, grosso modo, est ce que je viens de vous dire, qu'il y a une énergie d'adhésion pour une cellule donnée qui est différente quand elle est en volume et qu'elle est sur la surface. Alors, il y a plein d'articles de Steinberg. Ceux que je vais vous citer, ce n'est pas les articles originaux, mais c'est des articles plus récents parce qu'il y a plus de choses dedans, il y a des expériences plus précises. Donc il y a des articles de M. Fauti, 1996 et 2005, je crois. Et puis il y a un article de Forgatch en 1998. Steinberg est auteur de tous ces articles-là, et Fauti aussi, qui est visiblement un médecin, et auteur de la plupart des articles. La première idée qu'a eue Steinberg, après avoir cette idée qu'il y a une tension de surface, alors lui, ce qu'il étudiait, ce n'était pas des agrégats de cellules cancéreuses, c'est des cellules du développement précoce. Et il faisait des agrégats de cellules du développement précoce. Il avait remarqué qu'elles étaient rondes, ils avaient remarqué que ces agrégats fusionnaient. Et puis il avait fait d'autres expériences qui confirmaient cette idée qu'il y avait vraiment une tension de surface. Donc sa première idée, ça a été de mesurer la tension de surface. Et les mesures de tension de surface, alors il les faisait avec ce qu'on appelle un tensiomètre à plaque parallèle.
Alors, je vais vous montrer ce... Alors, ce n'est pas l'expérience originale de Steinberg, c'est une expérience qui a été faite à Lyon dans le même groupe que celui que je vous montrais la semaine dernière, qui est le groupe de Jean-Paul Rieu. Donc, vous voyez l'idée. L'idée, c'est d'avoir, je vais faire un dessin en même temps, comme ça après je vous montrerai comment ça marche, c'est d'avoir deux surfaces planes parallèles. Et puis au milieu de ces deux surfaces, alors dans les expériences traditionnelles qui utilisent ce tensiomètre, vous mettez une goutte. Dans les expériences de Steinberg, vous mettez un tissu. Et le tissu, ou le sphéroïde, va s'écraser comme ça. Il y a un angle de contact ici, θ0. En général, l'angle de contact est grand. Alors, l'angle de contact est petit, si je le définis comme ça. Dire que l'angle de contact est petit, ça veut dire que le tissu mouille très peu la surface. Si vous mettez de l'eau sur une surface hydrophile, la courbure est à l'intérieur comme ça. Donc, ça veut dire que la pression est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur et la pression va pousser sur la plaque du haut. Donc, il faut appliquer une force ici. Et puis, il y a une hauteur h. Et puis, vous mesurez la force en fonction de la hauteur h. Alors, sur cette image-là, vous avez le dessin du tensiomètre. La première image, donc le milieu extérieur, c'est de l'eau. La première image en haut à droite, c'est une bulle d'air à l'intérieur de l'eau. Donc, vous confinez la bulle d'air à l'intérieur de l'eau. La deuxième, à gauche, c'est une huile. Et la troisième, c'est un sphéroïde ou un agrégat de cellules, donc qui sont des cellules du développement précoce. Vous voyez qu'à l'œil, ça ressemble. Hein, les formes des gouttes sont à peu près les mêmes. Alors, comment ça marche, ce truc-là? Pour comprendre comment ça marche, il faut écrire l'équilibre des forces. Alors, il y a une force qui pousse vers le bas, qui est la force extérieure. Il y a une deuxième force qui pousse vers le bas à ce point-là, qui est le fait que la tension de surface a une composante verticale, et la composante verticale est vers le bas. Donc si j'appelle sigma la tension de surface ici, plus sigma sinus θ, est égale à la force qui pousse vers le haut. La force qui pousse vers le haut, c'est la pression. Et la pression, on a intérêt à la calculer ici. Donc vous écrivez que la loi de Laplace à cet endroit-là, donc la pression, c'est gamma sigma fois C, où C est la courbure. Et après, d'ailleurs, vous pouvez refaire le même raisonnement à toute hauteur ici. Si vous écrivez que la force est la même quelle que soit la hauteur, ça vous donne la forme de ce bord ici. Cette forme, c'est à peu près un bout de cylindre qui tourne autour, pas exactement. Et en gros, si je dis que c'est un cylindre, donc il y a un rayon R1 ici, et c'est ce qu'ils font ici, c'est qu'ils fitent la courbure à cet endroit-là. Donc ils écrivent simplement que c'est 1 sur R1 plus le rayon de courbure de ça. Si j'admets que l'angle est 0 ici, ça fait 2 sur H. Donc il faut corriger ça de l'angle de contact. Et ce que dit cet article de Jean-Paul Rieu, c'est qu'en fait, la chose la plus dure à faire, c'est de bien déterminer l'angle de contact. Donc c'est pour ça qu'il vous a mis des courbes ici où il fit la courbe le plus précisément possible. Son idée à lui, c'est que les incertitudes ou les sources de non-reproductibilité viennent de l'angle de contact, surtout avec des cellules. La deuxième chose qu'on voit, c'est qu'on peut pousser, et puis on regarde en fonction du temps ce qui se passe. Donc ça, c'est la courbe qui est en bas ici. Vous voyez qu'il y a une relaxation de la force. La force ne relaxe pas instantanément vers sa valeur à l'équilibre. Et les temps, alors la courbe est un peu petite, mais les temps sont assez longs parce que l'échelle ici, c'est des milliers de secondes. Donc ça veut dire que c'est plusieurs minutes, voire 10 minutes. Ce que ça veut dire, ça, c'est que le tissu est viscoélastique. Donc il y a un temps de relaxation viscoélastique du tissu. Alors, je ne vais pas discuter ça maintenant, mais je le mentionne parce que ça sera une grande partie de l'objet du cours de la semaine prochaine. Donc ça, c'est l'ordre de grandeur, ça va être 10 minutes ici. Donc comme ça,
Steinberg arrivait, et les autres après lui, hein, comme Jean-Paul Rieux, à mesurer cette tension de surface d'un tissu avec le milieu ambiant ici. Donc c'est le milieu c'est l'eau plus tout ce qu'il faut pour que les cellules soient heureuses et ne meurent pas d'un coup. La première interprétation de Steinberg, c'est que cette tension de surface était due aux molécules d'adhésion. Donc ça, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, sauf qu'il l'a poussé de façon un peu plus quantitative. La façon dont il le pousse de façon plus quantitative, c'est qu'il élimine complètement les molécules d'adhésion dans un tissu, puis les cadérines, qui sont les molécules d'adhésion principales. Donc il élimine les cadérines endogènes, et puis il réexprime des cadérines de manière contrôlée. Donc il sait mesurer le nombre de cadérines qu'il exprime, et il regarde la tension de surface en fonction du nombre de cadérines qui sont exprimées. Alors ça, c'est la courbe suivante. Donc voilà, sur l'axe vertical, vous avez la tension de surface de ces agrégats, et puis sur l'axe horizontal, vous avez le nombre de cadérines par unité de surface sur les cellules. Et vous voyez qu'il y a une relation qui est à peu près linéaire. Un point qui est important, c'est que la courbe ne passe pas par zéro. C'est-à-dire que ce n'est pas les cadérines qui font tout, il y a quelque chose qui fait que même quand il n'y a pas de cadérines, il y a quand même une tension de surface dans ces tissus-là. Après, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a une tension de surface dans un agrégat de cellules ? Donc Steinberg a fait plein d'expériences. La première remarque qu'il a fait, c'est que si ce qui compte pour la tension de surface entre l'agrégat et le milieu extérieur, c'est les molécules d'adhésion, il doit de la même façon et pour la même raison, parce que les molécules d'adhésion sont différentes entre des cellules différentes, il doit y avoir une tension de surface entre deux tissus. Une tension interfaciale entre deux types de cellules. Donc ça, tout le monde est à peu près d'accord sur le fait que ça existe. Si vous regardez les articles de Steinberg, vous trouverez des nombres. Hein. Les tensions de surface d'un tissu issu, je n'ai pas donné de nom, mais c'est quelque chose comme des millinewtons par mètre. Quelques millinewtons par mètre. C'est beaucoup plus difficile de trouver des mesures quantitatives de la tension de surface entre deux tissus. C'est déjà le cas quand vous prenez des fluides, c'est plus facile de mesurer la tension de surface que de mesurer la tension entre deux fluides de façon propre. La première idée de Steinberg, c'est de prendre deux tissus différents, donc deux types de cellules différentes. Alors, celles qui sont là, c'est des fibroblastes de souris, c'est deux types de cellules de fibroblastes. Donc il les mélangeait, et vous voyez sur l'image de gauche, il y en a un qui est rouge et un qui est vert. Et quand c'est jaune, c'est que les deux sont là. Vous voyez sur cette image-là que les deux types cellulaires sont complètement mélangés. Il attend, et puis à la fin, il y en a un qui va à l'extérieur et un qui va à l'intérieur. Et son interprétation, c'est de dire, c'est facile, celui qui va à l'extérieur, c'est celui qui a la tension de surface la plus basse, celui qui va à l'intérieur, c'est celui qui a la tension de surface la plus élevée. Alors, ces expériences-là, ça s'appelle en anglais cell sorting. Tricellulaire, si vous voulez. Quand vous mélangez deux tissus différents, comme il y en a un qui est plus heureux sur la surface que l'autre, c'est-à-dire qu'il y a une tension de surface plus basse, c'est celui-là qui va sur la surface.
Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, ça, parce qu'il faudrait prendre aussi la tension interfaciale entre les deux tissus. Alors, vous savez que ce qui compte, ce n'est pas la différence des tensions interfaciales, c'est ce qu'on appelle le paramètre d'étalement. Donc, ce que je vais regarder, c'est la géométrie suivante. Je vais prendre un tissu 1 que je vais mettre à l'intérieur, et je vais regarder quand est-ce que le tissu 2 se met à l'extérieur. Dans le langage, un jour j'ai entendu Pierre-Gilles de Gennes dire que les physiciens, ils savaient faire qu'une chose, c'était raconter ce qu'ils ont fait pendant leur thèse. Alors je ne vais pas déroger à ce principe-là, je vais vous raconter des choses très proches de ce que j'ai fait pendant ma thèse, qui sont des problèmes de mouillage. Et ça veut dire que le tissu 2, dans cette géométrie sphérique, il mouille l'interface entre le tissu 1 et le milieu extérieur. Donc il y a une tension de surface sigma 2 ici. Il y a une tension de surface sigma 1 à l'intérieur. Et puis il y a une tension de surface sigma 1,2 ici. Et le paramètre qui décide si le tissu 2 mouille l'interface entre 1 et l'extérieur, c'est ce qu'on appelle le paramètre d'étalement. S, c'est sigma 1 moins sigma 2 moins sigma 1,2. Si S est positif, le tissu 2 va mouiller l'interface. Si S est négatif, il va y avoir un angle de contact fini entre les deux. Puis après, vous inversez les rôles de 1 et 2, et vous pouvez décider si le tissu 1 mouille l'interface entre 2 et l'extérieur. Ça veut dire qu'il y a une conformation intermédiaire où il n'y a pas un tissu qui mouille complètement l'interface entre l'autre et le milieu extérieur, mais où il y a un angle de contact fini. Ça veut dire que dans ce cas-là, ça devrait faire un truc comme ça. Avec les trois tensions ici. Et vous savez que, alors cette interface peut être courbe aussi, vous savez que ce qui se passe, c'est que les forces doivent être équilibrées ici, ça s'appelle la règle du triangle de Neumann, et cette règle du triangle de Neumann, elle vous fixe cet angle-là et cet angle-là, et donc on peut, à partir de cette règle-là, si S est négatif, caractériser la géométrie des tissus. Alors c'est un truc un peu bizarre, c'est ce qui s'appelle du mouillage partiel. J'ai posé, chaque fois que j'ai été à un séminaire où les gens racontaient des choses comme ça, j'ai dit, mais est-ce que vous avez déjà vu du mouillage partiel? Ils répondent tous oui, mais je n'ai jamais réussi à en trouver et jamais réussi à en voir de façon quantitative. Donc je ne sais pas très bien répondre à cette question-là. J'ai recherché un petit peu, je n'ai pas cherché très très longtemps et je ne suis pas très bon pour ça, mais je n'ai jamais trop vu de choses qui correspondaient à une situation de mouillage partiel. Donc ça veut dire qu'en gros, là aussi, comme je faisais tout à l'heure, je traite les tissus comme des gouttes de liquide. Si je choisis la bonne huile, je dois pouvoir faire une conformation comme ça. Le deuxième exemple de problème de mouillage que je veux vous montrer, alors je l'ai un peu montré la dernière fois, mais je vais le faire de façon plus quantitative, puis j'en aurai besoin à la fin. C'est les expériences d'aspiration de sphéroïdes dans une pipette. Alors, je vais vous le montrer en haut. Donc, l'idée, c'est d'avoir une pipette. C'est l'expérience que je vous ai montrée la dernière fois, sauf que cette fois, c'est des photos de l'expérience et ce n'est pas le film que je vous ai montré la dernière fois. Donc, on a une pipette ici. Et puis, on aspire un sphéroïde. Comme
comme ça. Donc on met une petite pression delta P. On atteint un état d'équilibre. Dans cet état d'équilibre, la pression intérieure, si j'appelle R ce rayon-là et R celui-là, je peux écrire la loi de Laplace de ce côté-là. C'est-à-dire que la pression intérieure, c'est 0, si j'appelle 0 la pression extérieure, plus 2 gamma sur R. Mais je peux l'écrire de ce côté-là, c'est moins delta P. Non, c'est sigma. Ça veut dire que la pression delta P, qui est l'aspiration que j'impose, c'est 2 sigma, à hauteur de 1 sur petit r, moins 1 sur grand R. Et comme ça, on arrive à mesurer la tension de surface. Alors en fait, donc ça c'est des expériences qui ont été faites par Karine Gevorkian, qui est là dans l'équipe de Françoise Brochard. Ils ont fait un peu plus, et ce que vous avez en dessous, c'est la cinétique de relaxation vers l'équilibre. Donc on n'applique pas une grande différence de pression d'un coup, on applique des petits sauts de pression, et vous voyez comment la longueur à l'intérieur ici relaxe vers la longueur qu'elle doit avoir à l'équilibre mécanique. Le modèle par lequel ils ont réussi à expliquer ça, qui avait été fait par Françoise, c'était de dire que le tissu a un comportement viscoélastique. Comment ? À cette échelle de temps. Alors, à cette échelle de temps-là, bien sûr, parce qu'on ne mesure pas de... Et là, il n'y a pas de division cellulaire, c'est un agrégat qui relaxe comme ça. Et à partir de ça, elles arrivaient à tirer le module élastique à temps court, la viscosité, le temps de relaxation. Le temps de relaxation, c'est, je crois, une cinquantaine de secondes, un truc comme ça. Le module élastique, donc, taux, une minute, peut-être un peu moins. Le module élastique était très bas, c'était une centaine de pascal. Puis la viscosité est très élevée, comme je vous le disais la dernière fois. La viscosité, c'est le produit, c'est donné par la loi de Maxwell, c'est le produit du module élastique par le temps de relaxation. Donc ça, c'est l'expérience où on allonge le tissu, puis quand on relâche la pression, on peut faire l'expérience inverse. Donc voilà un peu les expériences qui me paraissent très significatives sur ces choses de tension de surface. Ce que je veux essayer de vous faire pendant le cours, c'est vous montrer un modèle de tension de surface d'un tissu. Et ce modèle, qui est en gros le seul que j'ai pu trouver, il a été fait par Lisa Manning. C'est un article dans PNAS en 2010. Alors, comme j'ai dit qu'aujourd'hui, j'allais parler beaucoup de M. Steinberg. M. Steinberg est aussi auteur de cet article-là. Les expériences qu'il y a dans l'article ont été faites dans son équipe à MIT à l'époque. Avant de parler de la tension de surface d'un tissu, je vais vous parler de la tension de surface d'une cellule. Alors, à la surface d'une cellule, il y a une membrane, qui est la membrane plasmique, et cette membrane plasmique a une tension.
la tension de la membrane plasmique, elle est très faible. Elle est quelque chose comme 10-5 newtons par mètre. Ce n'est pas tout ce qui se passe à la surface. Sous la membrane plasmique, il y a une couche d'actine, que les gens appellent la couche corticale. Alors, je vais vous montrer des photos que j'aime bien. Voilà deux images du bord d'une cellule. Donc, en rouge, ici, vous voyez la membrane plasmique. Ça, c'est la couche rouge. Et donc, c'est les phospholipides qui sont marqués. Et puis, en vert, ce qui est marqué, ce n'est pas de l'actine, c'est des myosines. Ça veut dire qu'en dessous, donc je vais refaire mon dessin comme ça. Je vais faire un dessin de théoricien maintenant. Ça, c'est la membrane que j'ai rendue plane pour le faire mieux. Mais en dessous de cette membrane, la couche corticale, c'est des filaments d'actine. Mais ces filaments d'actine interagissent avec des myosines. Alors, ce que les gens savent faire, et c'est absolument extraordinaire, hein, c'est ces photos de microscopie électronique, où la membrane est bleue dans la photo ici. Ce que vous voyez en rouge, c'est les filaments d'actine, et puis ce que vous voyez en vert, c'est les moteurs moléculaires. Donc ça, c'est vraiment la couche d'actine et de myosine qui est sous la membrane plasmique. Et comme il y a des myosines qui interagissent avec l'actine, ce que font les myosines, c'est qu'elles mettent la structure d'actine sous tension. Donc il y a une tension de la couche corticale qui est due aux myosines. On a beaucoup joué avec ça, avec mon ami Jacques. Ce qui est un peu désolant pour nous, c'est qu'on a fait plusieurs modèles et qu'ils ne disent pas tous la même chose. Je dis, on a fait plusieurs modèles et ils ne disent pas tous la même chose. Donc il faut un peu trier là-dedans. Ce que je vais vous décrire, je ne vais pas rentrer là-dedans. Peut-être l'année prochaine, je parlerai plus précisément des gels d'actomyosine. Donc la structure, c'est un gel d'actomyosine. Les filaments sont presque parallèles à la surface. Et donc il y a une contraction le long des filaments. Donc il y a une contraction du gel le long de la surface par les moteurs moléculaires. On a un formalisme pour ça, hein. C'est un système qui consomme de l'énergie, qui est fluide. Donc c'est de la matière active. Et c'est même comme ça que nous, on avait commencé à étudier la matière active, en étudiant les moteurs et les filaments. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une contrainte active, et que cette contrainte active, elle est contractile dans la direction des filaments. Donc, il y a une contrainte active ici, dans cette direction-là. Et la tension, c'est l'intégrale de cette contrainte active intégrée sur l'épaisseur. Donc la tension de la cellule, la tension corticale. C'est sigma cortex. C'est en gros la contrainte active fois l'épaisseur de la couche. La tension, la contrainte active, elle tend à contracter la membrane comme ça. Et ça, c'est bien une tension qui est positive, hein, parce que de l'extérieur, les parties extérieures retiennent la membrane et elles tirent vers l'extérieur. Alors l'expérience qui permet de montrer ça, en tout cas celle qui me paraît la plus pertinente, c'est une expérience qui est due à Eva Palour
Et si vous vous intéressez aux couches corticales, il y a deux noms que j'ai envie de citer. Le deuxième, c'est celui qui est en haut à gauche, là-haut, c'est Guillaume Charras. Ils sont tous les deux en Angleterre, ils ont écrit des tas d'articles, donc des articles de revue, parfois ensemble, parfois de façon indépendante. Ces articles sont extrêmement bien faits, il y a des manips absolument superbes comme cette manip-là. L'idée, c'est un peu la même que l'idée de l'expérience de Karine, c'est-à-dire d'absorber, d'aspirer une cellule à l'intérieur de la pipette. À un moment, on tire trop fort, donc la cellule ne résiste plus. Et quand on tire trop fort, on peut mesurer la pression qu'on applique, la tension de la place, et ça nous permet de déduire la tension de surface. Donc, si je considère que tout ça, c'est la surface de la cellule, quand j'aspire, je vais faire exactement, et la formule est exactement la même que celle que j'ai effacée pour l'expérience de Karine, j'impose la pression, je mesure les rayons, et j'en déduis la tension. Et c'est d'expériences comme ça qu'on déduit une tension de la cellule qui est, en tout cas pour ces cellules-là, de 10 puissance moins 3 newtons par mètre. C'est un peu le même ordre de grandeur que celle du tissu que j'ai montré tout à l'heure. La théorie de Lisa Manning explique parfaitement bien cette chose-là. L'autre chose qui est importante, c'est que c'est bien plus grand que la tension de la membrane. Donc si vous considérez toute la couche corticale comme étant la surface de la cellule, ce qui crée la tension de cette couche, ce n'est pas tant la tension de la membrane plasmique, c'est surtout la tension de l'actine corticale qui est en dessous. Et cette tension-là, elle est active, elle est due au moteur moléculaire myosine qui tire sur les filaments d'actine et qui contracte la couche d'actine corticale. Donc voilà Alors j'ai noté un article, où c'est l'article d'où sort cette expérience-là, qui a été fait par PNAS 2009. Donc voilà, en 5 minutes, un résumé de ce qu'on a besoin de savoir sur la tension de surface d'une cellule. Maintenant, ce que je vais faire, c'est essayer de revenir à la tension de surface du tissu. Alors, je vais le faire en 2 dimensions, puis après, je vous dirai comment on peut généraliser ça à 3 dimensions. Je suis totalement incapable de voir les choses dans l'espace, donc pour moi, c'est bien plus facile de raisonner à 2 dimensions. Le raisonnement à 3 dimensions est à peu près le même que le raisonnement à 2 dimensions dans cette histoire. Alors, à 2 dimensions, je vais reprendre les modèles que j'ai fait l'année dernière, donc le modèle de vertex à 2 dimensions. Ce que je vous avais montré, c'est qu'il y a des régions où le tissu est ordonné, et puis il y a des régions où le tissu est très désordonné, où il y a beaucoup de modes mous, et les cellules peuvent avoir des formes et des tailles très différentes. Donc, je vais commencer par le tissu ordonné, et puis je vous montrerai ce que Lisa Manning a fait pour passer du tissu ordonné au tissu désordonné. Le tissu ordonné le plus simple, c'est un tissu où les cellules forment des hexagones. Donc, je vais prendre des cellules hexagonales. Je le fasse grand, tous les côtés sont égaux. Hein. Donc voilà mes cellules qui sont hexagonales. Je vais appeler L le côté de la cellule, puis il y a une couche de cellules en haut. Et puis la face externe de la cellule, les cellules ont une pression qui est constante, elle doit assurer l'égalité entre la pression interne de la cellule et la pression externe, donc la surface doit être un cercle. Donc ça veut dire que les cellules externes, on va faire un truc comme ça.
Donc voilà l'image à 2 dimensions qu'on peut se faire de façon un peu naïve de la surface d'un tissu. Ça vous dit que, en gros, la tension de surface du tissu, elle n'est pas très différente de la tension des cellules, parce que ça, c'est une phase des cellules. Et la tension que je viens de discuter, c'est une interface qui est libre entre la cellule et le milieu extérieur. Et la tension ne devrait pas être très différente. Alors, ça oublie 2 choses, ça. C'est que les cellules à l'intérieur, elles sont très heureuses parce qu'elles ont des adhésions avec les voisines. Donc, l'énergie d'adhésion pour ces cellules-là, on les a perdues. Ça, c'est l'hypothèse de Steinberg. Et puis, il y a une deuxième hypothèse d'un monsieur qui s'appelle Harris. Alors, Harris a fait... Steinberg, je vous ai dit qu'il avait fait une hypothèse qui s'appelait la Differential Adhesion Hypothesis. Harris, il fait une Differential Contractility Hypothesis. C'est un peu plus tard que Steinberg. C'est le Journal of Theoretical Biology. En 1975. C'est un article assez étonnant d'ailleurs, parce que c'est un article qui est purement théorique. Il y a 0 équation, 0 figure. Et il raconte. Et en gros, ce qu'il raconte, c'est que les cellules ne sont pas dans le même environnement ici et ici, et que rien ne dit que la couche corticale de ces cellules-là, c'est la même que la couche corticale des cellules internes. Et ça, c'est vrai. Donc, on va appeler lambda S la tension corticale ici, et puis lambda 0, la tension corticale à l'intérieur. Donc, ce que je veux prendre, c'est ces 2 hypothèses, enfin, ce que veut prendre Lisa Manning, c'est ces 2 hypothèses en compte. Le fait que la couche corticale est différente, et donc il y a une tension corticale différente, et puis je veux prendre en compte l'adhésion aussi. Alors, je vais donc commencer par un tissu à 2 dimensions. Donc ça, je garde ce dessin parce qu'il va me servir pour le modèle théorique. Donc voilà les expériences qui sont dans l'article de Lisa Manning et donc de Steinberg. Ce qu'ils regardent, c'est des cellules d'ectoderme du poisson zèbre, donc un agrégat de ces cellules-là. Ils font une coupe et en vert et bleu, là, vous avez la coupe de cellules à l'intérieur du tissu. Ça ressemble assez bien à mon modèle-là. Ce qui est en bleu, c'est les noyaux. C'est marqué avec du DAPI. Donc on voit le noyau à l'intérieur de la cellule. Et puis on voit ce réseau hexagonal. Puis si vous regardez maintenant ces 2 images-là, on voit les cellules du bord de l'agrégat. Et les cellules du bord de l'agrégat, elles sont bien arrondies comme ça. Alors si vous regardez les 2 images, c'est plus difficile à voir. Mais si je regarde les 2 images, les cellules du bord de l'agrégat, elles ont tendance à être étalées. Ça veut dire que je peux avoir ce cas-là, mais je peux aussi avoir un cas comme ça, où une seule cellule s'étale au-dessus des autres. Alors si je fais ça, je gagne, parce que j'aplatis beaucoup la forme de la cellule. Et vous voyez qu'à la limite où j'en mets beaucoup, c'est absolument évident que la tension de surface, c'est la tension corticale de cette chose-là. Donc les 2 cas existent. Si vous regardez bien dans l'image de droite, elles sont assez bien étalées. Dans l'image de gauche, elles le sont moins. Je vous remontrerai une image tout à l'heure où on voit un peu mieux les choses. Donc voilà les 2 images qui correspondent. Maintenant, ce que je veux faire, c'est d'abord regarder le cas des cellules qui ne sont pas étalées. C'est-à-dire ce cas-là. Puis après, je regarderai celui-là, et puis après, je vous dirai ce qui se passe à 3 dimensions. Alors, il faut que je sois plus précis sur la géométrie. Je vais introduire un angle. Donc, il y a un rayon de courbure ici, que je vais appeler grand R. Je vais appeler L le côté.
Je vais appeler θ cet angle-là. Et puis ces côtés-là, ils ne sont pas forcément égaux aux autres côtés. Les cellules de la surface peuvent être déformées. Et donc je vais appeler L tilde la longueur de ces côtés-là. Alors je n'ai pas fait attention quand je l'ai refait, je n'ai pas utilisé les mêmes notations qu'Isa-Manning, mais plus que pas les mêmes, ce n'est pas la même quantité. J'ai vérifié à la fin que c'était la même chose, mais je m'en suis aperçu, j'avais déjà fini, et comme je préfère travailler avec les variables que j'ai utilisées moi, je vais vous imposer ça. Maintenant, si je veux l'énergie de ce tissu, ce que suppose Lisa-Manning et qui est raisonnable pour beaucoup des tissus, c'est que toute l'énergie, c'est une énergie interfaciale. Donc l'énergie est interfaciale. Ça veut dire qu'il faut que je somme toutes les contributions de toutes ces interfaces ici. Alors j'ai des interfaces entre cellules, et puis j'ai des interfaces entre une cellule et le milieu des cellules et le milieu extérieur. Donc si j'appelle I, je numérote toutes ces interfaces par un indice I, l'énergie totale du tissu. C'est une somme sur toutes les cellules internes de 2 fois la tension de surface, parce qu'il y a la tension de surface de la cellule de gauche plus la tension de surface de la cellule de droite. Donc de 2 lambda I, Li, où lambda c'est la tension de ligne, et L c'est la longueur de l'arête que je regarde. Donc Li, ça serait ça. Et là, j'ai 2 fois lambda, parce que j'ai la tension de la cellule de droite et la tension j'ai apposé l'une contre l'autre, si vous voulez, les deux interfaces. Ça, c'est pour les cellules internes, pour les arêtes internes. Et j'ai plus somme sur toutes les arêtes externes, qui ne sont pas des arêtes. De lambda J, Lj. Donc voilà l'énergie du tissu. C'est plus simple de le ramener à une cellule. Alors à une cellule, c'est simple. L'énergie d'une cellule EC, c'est somme sur toutes les arêtes de lambda I, Li, sauf que la tension des arêtes n'est pas la même si l'arête est interne ou externe, et la longueur des arêtes peut être différente suivant qu'on a des arêtes internes, on a ces arêtes-là, où on a la surface qui est courbée en haut. Donc voilà l'énergie d'une cellule divisée par donc c'est l'énergie totale divisée par le nombre de cellules, quand on prend en compte les énergies de surface. Donc vous voyez qu'il y a 2 tensions de surface. Il y a une tension de surface externe que je vais appeler lambda S. Ça, c'est celle-là. Puis il y a une tension de surface interne ici, lambda 0. Et ce lambda 0-là, il a les 2 contributions dont j'ai parlé. Il a la tension de la couche corticale, que je vais appeler lambda A, moins l'énergie d'adhésion entre 2 cellules. Alors si l'énergie d'adhésion totale, c'est gamma, chaque cellule, on va mettre la moitié du côté de chaque cellule, et donc je vais appeler ça moins gamma sur 2. Donc le fait que lambda 0 est différent de lambda S, ça c'est l'effet de M. Harris. Le fait qu'il y a une contribution des molécules d'adhésion, c'est ce grand gamma qui est là, et ça c'est la contribution de Steinberg. Donc ce terme-là, c'est Steinberg. Et ce terme-là, c'est Harris. Alors je vais regrouper les deux ensemble. Je vais définir petit gamma égale grand gamma plus 2 fois lambda S moins lambda A.
Alors, si lambda S est égal à lambda, c'est-à-dire si les couches corticales sont les mêmes, petit gamma c'est grand gamma si l'adhésion. Si l'adhésion est négligeable, la différence d'énergie entre une cellule qui est à l'intérieur et une cellule qui est à l'extérieur, c'est le fait que leurs couches corticales sont différentes. Et donc j'en prends compte ici. Et il s'avère que dans ce modèle-là, la seule chose qui compte, c'est ce petit gamma-là. Alors, si vous faites la substitution, vous allez trouver que lambda 0, c'est lambda S moins gamma sur 2. Donc je réfère toutes les tensions de ligne à la tension de ligne vers l'extérieur ici. Et puis si je fais ça, j'ai une adhésion effective qui prend en compte la vraie adhésion et le fait qu'à l'intérieur, les couches corticales sont différentes. Après, ce qu'il faut, c'est que j'écrive l'énergie de surface d'un tissu. Et ça, je vais le faire exactement comme je vous ai dit. Ça veut dire que je vais comparer l'énergie d'une cellule qui est à l'intérieur du tissu à l'énergie d'une cellule qui est à l'extérieur du tissu. Alors, la cellule interne, son énergie WC. Pour une cellule interne, tous les bords ont la même longueur. Comme c'est des hexagones, il y en a 6. Et puis c'est lambda 0. Donc c'est 6 fois lambda S moins gamma sur 2. Après, je regarde comment je l'ai appelé, l'énergie des cellules qui sont sur la surface du tissu, WS. Alors une cellule comme ça, d'abord elle n'a que 5 côtés. Ces deux côtés-là, ils ont une longueur L. Ces deux côtés-là, ils ont une longueur L tilde. Et celui-là, je vais appeler sa longueur petit l. Donc j'ai deux côtés qui ont une longueur L et une tension de surface lambda 0, et deux côtés qui ont une longueur L tilde et une tension de surface lambda 0. Donc c'est 2 fois puis après il me reste le cinquième côté qui est celui-là. Donc je vais appeler L sa longueur plus L lambda S. Donc voilà l'énergie d'une cellule quand elle est sur la surface, l'énergie d'une cellule quand elle est à l'intérieur du tissu. Il y a une différence d'énergie entre ces deux choses-là. Et si je veux la tension de surface, il faut que je divise la différence d'énergie par la longueur d'interface qui est planquée ici. Je vais l'appeler L projeté. Alors je vous laisse jouer avec les facteurs cosinus de pi sur 3, cosinus pi sur 3 et des machins comme ça. Le L projeté, c'est racine de 3 fois grand L. Donc ça veut dire ça que la tension de surface sigma, c'est W surface moins W au cœur divisé par LP. Je vais vous écrire ce qu'on trouve quand on aura amené ça à ce qu'il faut. On trouve L fois lambda S plus lambda S moins gamma sur 2 facteur de 2L tilde moins 4L. Divisé par racine de 3 fois L. Donc j'ai calculé l'énergie que ça coûte d'amener les cellules sur la surface. Et après, ma surface va être plane parce que j'ai supposé que toutes les cellules sont identiques. Et je divise pour chaque cellule par l'aire projeté ou la longueur projetée de la cellule sur l'interface plane. Après, il me reste encore deux variables qui sont cet angle θ ou le rayon de courbure R et puis la longueur L tilde qui est là. Alors ce que fait Lisa Manning,
c'est qu'elle dit que les cellules sont incompressibles. Ça veut dire que l'aire des cellules reste constante quand elles vont sur la surface et que les cellules ne se déforment pas. Alors, ce n'est certainement pas exact, mais dans tous ces modèles de vertex, c'est une hypothèse qui n'est pas catastrophique, donc c'est une bonne façon de partir. Je vous rappelle que l'année dernière, quand j'avais écrit dans le modèle de vertex l'énergie des cellules, j'avais un terme qui ramenait l'aire de la cellule à une aire que la cellule aime bien, donc EA, qui était Ka sur 2, facteur de A moins A0 au carré. Ce que je fais là, c'est que je suis en train de dire que K est infini. Si K est infini, A reste bloqué à A0 parce que ça coûte beaucoup trop d'énergie de changer l'aire. Donc ça va me donner une relation entre mes deux longueurs qui me restent, qui sont L tilde et grand R. Alors je vais écrire la conservation de l'air. Donc si je reprends une cellule, pour les cellules internes, il n'y a pas de problème, parce que j'ai décidé que c'était des hexagones. Pour les cellules externes, il faut que je redessine ma cellule externe ici en grand. Donc j'ai trois régions, j'ai celle-là, j'ai celle-là, et j'ai celle-là. Donc je vais écrire que A0 égale, alors la plus simple à calculer, c'est l'aire de la partie 2, parce que c'est un rectangle, donc c'est L tilde et c'est tout. Donc voilà l'aire de la partie centrale. Pardon, c'est LP, ici L tilde. L'aire projetée L tilde, L c'est ça, et ça c'est l'aire projetée. Après, il y a l'aire du triangle qui est en bas ici, ça c'est L, je sais que tous les angles sont égaux à 2π sur 3, je vous laisse jouer avec ça, plus racine de 3 sur 4 L2. Plus l'aire de cette région-là, que je vais appeler AC. Et l'aire de cette région-là, c'est l'aire du secteur angulaire qui est là-haut. C'est un jeu géométrique qui est assez simple. AC, c'est égal à R2 fois θ, ça serait l'aire du morceau de camembert qui est là, et puis il faut que j'enlève l'aire du triangle qui est en dessous. Et l'aire du triangle en dessous, c'est moins racine de 3 sur 2 RL cosinus θ. Donc voilà ce qui me donne une première relation entre L et L tilde. Alors je vais le réécrire différemment. Si vous réarrangez cette équation-là, vous trouvez que L tilde c'est 5 quarts de L. Moins AC sur L racine de 3. Et l'angle θ, il dépend aussi de L et de R. Sinus θ, c'est racine de 3 sur 2L sur R. La chose sur laquelle je veux insister, c'est que j'ai imposé que l'air était constante, et après j'ai fait que de la géométrie, que je ne vous ai pas faite, parce que ce n'est pas très intéressant de la faire. Mais pour trouver cette relation-là, j'ai fait que de la géométrie. Donc pour l'instant, je n'ai pas écrit d'équilibre de force. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit, cette géométrie? Elle nous permet de calculer L tilde en fonction de R. Donc je vais tracer L tilde
en fonction de R. Ça, c'est le rayon de courbure de l'interface qui est en haut. Et ça, c'est la taille des bras qui est là. Alors, il y a un R minimum. Il y a un L maximum. L tilde maximum. Et entre les deux, c'est une fonction croissante. Ce qui est intéressant, c'est de regarder à quoi correspondent ces deux états-là. Quand R est infini, donc quand on est ici, la forme de la cellule, c'est ça. Ça veut dire que R est infini et que AC, l'aire du morceau de cercle qui était là, devient égal à 0. Donc ce terme-là est égal à 0. Et dans ce cas-là, j'ai L tilde égale 5 quarts de L. Et AC égale 0. Maintenant, je peux regarder ce qui se passe ici. Ici, c'est le plus petit L que je peux faire qui couvre une seule, ou l'arc d'en haut couvre une seule cellule. Donc à ce point-là, je vais avoir quelque chose comme ça. Et puis, le R minimum, c'est celui où le cercle ici, c'est un demi-cercle. Donc voilà le R minimum. Alors, R minimum, j'ai mis L ici minimum. R minimum, c'est racine de 3 sur 2 fois L, parce que ça, c'est racine de 3L, et comme je fais un demi-cercle, c'est racine de 3 sur 2. Donc L tilde, R minimum. Et puis le L tilde, alors c'est encore un jeu de géométrie, hein. C'est L fois 5 quarts moins pi racine de 3 sur 8. Ça fait L fois 0,57. Donc je ne peux pas faire moins que ça, parce qu'autrement le cercle déborderait de l'autre côté. Et dans ces deux cas limites, je peux calculer la tension de surface. Alors, si R égale R min, sigma, c'est pi sur 2 lambda S, moins lambda S moins gamma sur 2. Facteur d'un nombre qui est 1,64. Et si R tend vers l'infini, sigma c'est lambda S moins lambda S moins gamma sur 2, facteur de racine de 3 sur 2. Ça, c'est toujours positif. Parce que racine de 3 sur 2, c'est plus petit que 1. Donc ça fait lambda S fois un nombre positif, plus gamma qui est moins l'énergie d'adhésion fois un nombre positif. Donc c'est toujours positif. Ça, et je vais y revenir dans une minute, ça peut être positif ou négatif. Parce que ce coefficient-là est plus grand que pi sur 2 qui vaut 1,57. Avant de faire ça, il me manque encore quelque chose. Parce que je ne vous ai toujours pas dit comment je choisissais. Maintenant, j'ai une relation entre L tilde et grand R, mais il faut choisir L tilde ou grand R. Alors, le critère, c'est qu'il faut minimiser la tension de surface par rapport à grand R.
Alors, si vous avez un problème, sigma, c'est en gros l'énergie mécanique. J'ai écrit que l'énergie mécanique est minimale. Ce que j'ai écrit en écrivant que l'énergie mécanique est minimale, c'est que toutes les forces sont équilibrées. Donc, quelque part, il faut bien que j'écrive que pour ces cellules-là, les forces sont équilibrées. Et la façon dont j'écris que les forces sont équilibrées pour ces cellules-là, c'est d'écrire que l'énergie mécanique est minimale. Donc ça, c'est l'équilibre des forces. Donc Lisa Manning l'a fait numériquement, je vous montrerai le résultat après. Par contre, je voudrais revenir sur ces deux valeurs-là. Donc je vous ai dit que cette valeur-là peut être négative. Ça veut dire que si j'ai des R de plus en plus petits, à un certain point, la tension de surface peut s'annuler. Et il s'avère qu'elle s'annule exactement à ce point-là quand R égale R min. Et ça se produit si gamma sur lambda S donc il suffit d'écrire que c'est 0, de combiner pi sur 2 et le 0,164, et on trouve que ça s'annule pour gamma sur lambda S égale 0,186. Si je vais à des énergies d'adhésion qui sont plus faibles que ça, la tension de surface devient négative. Ce que ça veut dire, ça, c'est que le tissu n'est plus confluent. Si la tension de surface est négative, ça ne coûte rien d'ouvrir des trous dans le tissu. Et donc, en dessous de cette valeur 0,186, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir des trous dans le tissu. Et donc, l'arrangement des cellules, au lieu d'être comme ça, il va être comme ça à chaque vertex. Donc, les cellules ne recouvrent plus tout l'espace. On ouvre des trous. Et plus la tension est basse, plus ces trous vont devenir... Donc on perd la cohésion du tissu. Donc il faudrait faire un modèle bien plus détaillé si on allait ici en dessous. Je vais m'arrêter à cette valeur-là. Donc je vais supposer que je ne regarde pas ce qui se passe si gamma sur lambda S est inférieur à 0,86. Après, j'ai la limite R tend vers l'infini. Si lambda S est égal à gamma sur 2, ce terme-là est égal à 0. Ça veut dire que la tension, c'est exactement lambda S. Et puis, si j'augmente encore gamma, la tension va devenir plus grande que lambda S. Ça veut dire que ça coûte plus cher de faire ce genre de configuration que de faire une cellule qui serait étalée sur toute la surface ici. Donc ce que ça veut dire, c'est que dans ce cas-là, les cellules de surface ne couvrent pas qu'une cellule en dessous, mais elles s'étalent sur plusieurs cellules. Donc ici, on a des cellules étalées. Donc voilà ce qu'on obtient en faisant ce petit jeu géométrique. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on cherche, parce que les tissus ordonnés comme ça, ce n'est pas le cas qui nous intéresse. Donc ce qu'a fait Lisa Manning, c'est qu'elle a fait des simulations numériques sur des tissus désordonnés. Je vois pas. Oui. J'entends pas ce que tu dis. J'ai un problème conceptuel avec la limitation de la tension, parce que la tension de surface sigma, c'est pas la somme des énergies dans le système, mais une différence d'énergie. Donc je vois mal comment ça peut donner des forces. Attends. Ça marche parce que
toutes mes cellules sont identiques et la tension de surface, chaque cellule couvre toujours la même longueur ici. Si je prends un hexagone comme ça, le long de cette longueur-là, je trouve toujours la même longueur. Et donc ce que je minimise, c'est vraiment l'énergie totale, ou l'énergie par cellule, c'est pareil, puisque chaque cellule a la même taille. Et en fait, tout ça, c'est des énergies effectives. Tout ça, c'est des énergies effectives, c'est des travaux virtuels, si tu veux. Minimiser, ça revient à équilibrer les forces. Minimiser, ça revient à équilibrer les forces, hein, c'est pour ça que je l'ai dit. Il n'y a pas d'énergie libre dans cette histoire-là. D'accord, d'un point de vue générique, c'est juste que les contributions, pour moi, toutes les tensions contribuent positivement, et là, tu as fait une différence quand tu as défini sigma. J'ai pas entendu, je suis désolé. Quand tu définis sigma, tu as pris une différence d'énergie de tension. C'est ça que j'ai du mal à... Tout ce qui est en volume ici, hein, en dessous de cette couche-là, ça ne change pas. Parce que j'ai décidé que c'était des hexagones. Donc la seule chose qui compte, c'est l'énergie qui est là, et je prends comme référence cette énergie-là. C'est pour ça que j'ai retranché le W ici. C'est-à-dire c'est la différence d'énergie de ce qui se passe, c'est la différence d'énergie par rapport à un truc qui serait comme ça. Mais ce que je fais en faisant ça, j'insiste sur le fait, c'est que la seule chose que je fais, c'est que j'écris un équilibre de force. J'écris que les forces sont équilibrées ici. La seule chose que je fixe, c'est le rayon de courbure qui est là. Tout le reste, c'est les symétries du problème. C'est quand même très Manning. C'est très Manning. Isaac Manning. Oui, bien sûr. Parce qu'il pourrait y avoir des fibres de stress, il pourrait y avoir les cellules sont polaires, etc. Il pourrait y avoir plein de trucs, mais c'est le modèle le plus simple qu'on peut faire. Donc elle a fait des simulations numériques. Bon, je ne vais pas vous dire comment elle a fait ces simulations numériques. Elle les a faites avec des tissus désordonnés. Et puis pour ces tissus-là, elle va mesurer la différence d'énergie pour amener un... Donc elle va mesurer delta W, qui est l'énergie moyenne pour amener une cellule sur la surface. Elle va mesurer LP, qui est la taille moyenne, qui est la projection moyenne d'une cellule sur l'interface. Puis elle va écrire que sigma, c'est delta W sur LP. Elle obtient deux choses. La première chose qu'elle obtient, c'est que delta W n'est pas très différent de ce qu'il est pour les cellules hexagonales. LP change, et LP devient un peu plus petit. Donc ça, c'est le résultat qu'elle trouve, que LP, c'est L divisé par 1,05. Puis après, elle se pose la question, qu'est-ce que c'est que ce 1,05 ? Et sa conjecture, qui n'est absolument pas prouvée, c'est qu'en moyenne, quand on va moyenner toutes les cellules, on a quelque chose qui n'est pas très loin d'un cercle. Donc ça, c'est le rapport du périmètre du cercle de surface A0 divisé par le périmètre de l'hexagone de surface A0 divisé par le périmètre du cercle. Puis après, si vous reportez là-dedans, comme delta W ne change pas, elle dit la tension de surface, c'est 1,05 fois la tension de surface que j'aurai avec des hexagones. Donc son résultat final, c'est que sigma, c'est 1,05 sigma fois des hexagones. Donc ça, c'est la première chose qu'elle fait pour corriger. La deuxième chose, c'est qu'elle regarde des cellules étirées. Ça veut dire qu'au lieu de regarder cette configuration-là, elle regarde la configuration qui est là. Et puis une cellule. Pardon.
c'est là. Une cellule de surface va recouvrir plusieurs cellules qui sont en dessous. Si on garde la théorie comme elle est là, la cellule de surface, elle va avoir tendance à s'étaler autant qu'elle peut s'étaler, et la tension de surface va être lambda S. Et donc elle dit, on ne peut pas faire comme ça, donc il faut dire qu'il y a un mécanisme de régulation de la tension de surface. Alors elle donne des exemples de mécanismes qui pourraient réguler la tension de surface. Un des mécanismes, c'est la disponibilité des cadérines, c'est-à-dire que les cadérines peuvent aller où elles doivent pour assurer la tension de surface dont on a besoin. Et puis après, la façon dont elle le fait, c'est ce que je vous avais fait l'année dernière dans le modèle de Vertex. Elle dit une bonne façon de le réguler, c'est de dire que la tension de ces interfaces-là va dépendre du périmètre. Donc la tension de ligne dépend du périmètre. C'est ce que font les gens qui étudient les modèles de Vertex, et la façon dont ils le justifient, c'est de dire que ça, c'est l'activité des cellules qui génère des termes non linéaires, et que ça décrit les termes non linéaires. Quand elle fait ça, alors elle choisit le coefficient qu'elle a de façon un peu adéquate, et les résultats que je vais vous montrer dépendent de ce choix-là. Donc il y a un choix du terme non linéaire. Et puis elle calcule la tension de surface pour une cellule qui s'étale sur 2 cellules, sur 3 cellules, sur 4 cellules. Et c'est ça les résultats qu'elle va montrer. Avant de vous montrer ces résultats-là, je vais vous dire ce qu'on fait pour les tissus à 3 dimensions. Alors la première chose, la stratégie, c'est exactement la même. La première chose, c'est qu'il faut arriver à trouver un pavage de l'espace avec un polyèdre, cette fois, qui est un polyèdre régulier et qui prendrait la place des hexagones. Alors c'est de la géométrie un peu compliquée. Le premier à s'être posé cette question, c'est Kelvin. Et il y a un polyèdre de Kelvin qui remplit l'espace, toutes les cellules étant identiques. Donc elle impose qu'il y a des cellules identiques. Après, cette idée de pavage régulier a été reprise par les gens qui travaillent sur les mousses. Et une des personnes qui a beaucoup fait avancer, il y en a 2 qu'il faut citer sur les mousses. Il y en a un qui s'appelle Henry Princeton, qui dans les années 80 s'est justement intéressé aux mousses à 3 dimensions. Il était à peu près le seul à faire ça, à regarder des pavages de l'espace avec des mousses à 3 dimensions, et il le faisait avec des cellules de Kelvin. Et l'autre, c'est Dennis Ware, qui a écrit un livre sur les mousses qui fait assez autorité dans le domaine. Ce qu'a montré Dennis Ware, c'est que si on relâche cette contrainte-là, c'est-à-dire si on s'autorise à 2 types de cellules, en fait, il y a quelque chose qui minimise mieux l'énergie que les cellules de Kelvin, mais la différence est très faible. Donc on n'est pas très loin du résultat si on prend des cellules de Kelvin. Alors je vais vous la montrer, la cellule de Kelvin. C'est cette cellule-là. C'est un octaèdre tronqué.
Ça veut dire que vous prenez un octaèdre qui est des triangles qui sont posés sur un carré en haut, posés sur un carré en bas, et après vous coupez toutes les pointes par un carré, de façon à ce que tous les côtés soient égaux, et ça vous donne cette structure-là, qui est un peu plus facile à regarder quand on la fait tourner. Il y a deux types de faces, il y a 8 hexagones et 6 carrés. 8 hexagones et 6 carrés. Donc c'est un polyèdre à 14 faces. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez refaire exactement le même jeu qu'à 2 dimensions. C'est un peu plus compliqué à voir, on peut écrire les choses, enfin en tout cas moi je ne peux pas les écrire à 3 dimensions parce que je suis incapable de voir. Donc elle fait tout numériquement, mais elle suit la même stratégie. Elle regarde la structure ordonnée, elle regarde la tension de surface pour la structure ordonnée, et puis après elle regarde un système désordonné, elle regarde comment la tension de surface est modifiée. Là aussi, on trouve un petit facteur, on trouve que la tension de surface sigma désordonnée, c'est 1,1 fois sigma ordonné. Et comme à 2 dimensions, là, ce qu'elle impose, c'est le volume. Elle dit que ça, c'est le rapport des surfaces entre une sphère et ce fameux polyèdre de Kelvin. Il y a une toute petite subtilité, c'est qu'il y a plusieurs façons, il y a plusieurs surfaces que vous pouvez regarder. Et pour un système ordonné, la tension de surface dépend de l'orientation de la surface. Donc la tension de surface est un peu différente. Quand elle regarde 2 surfaces différentes, c'est pour ça que vous allez voir 2 courbes dans la figure qui vient. Donc voilà les résultats de Lisa Manning. Donc elle s'intéresse d'abord au cas où sigma est compris entre 0 et 186, ça c'est quand on perd la cohésion du tissu, et puis 2, qui est le moment où les cellules peuvent s'étaler. Ce que dirait, donc le paramètre c'est gamma sur ce que moi j'ai appelé lambda S, qu'est-ce qu'elle appelle gamma sur bêta, et ce que dirait l'hypothèse d'adhésion différentielle de Steinberg, c'est que sigma sur bêta, c'est une droite qui part de 0 quand il n'y a pas d'adhésion, et puis qui arrive dans le coin là-bas à lambda S ou à bêta quand il y a de l'adhésion. Donc quand gamma est égal à 2 gamma sur 2 est égal à 2 bêta, donc gamma sur 2 égale lambda S, ou gamma égale 2 lambda S, on trouve une tension lambda S, et entre les deux, c'est une droite. La courbe bleue, c'est la prédiction de la théorie à 2 dimensions de Lisa Manning. Et vous voyez que dans ce régime où gamma est inférieur à 2 lambda S, ce n'est pas tout à fait une droite, mais l'hypothèse d'adhésion différentielle de Steinberg est plutôt très bien vérifiée. Donc dans ce régime-là, c'est assez bien vérifié. La courbe de droite, c'est ce qui se passe à 3 dimensions, donc ça c'est à 2 dimensions. Alors c'est presque pareil à 3 dimensions. Alors je n'ai pas de pointeur, mais il y a 3 courbes en fait. Il y a 0, 0, 1 et 0, 1, 1. Ça, c'est l'orientation de la normale à la surface le long de laquelle elle calcule la tension de surface. Ces deux tensions de surface ne sont pas très différentes. Et puis, quand elle a moyenné, elle trouve la courbe bleue, qui est un petit peu différente de la courbe de Steinberg. Mais en gros, l'hypothèse d'adhésion différentielle, alors sauf à toute petite valeur, parce qu'à toute petite valeur, on perd la cohésion du tissu. Et donc, on ne peut plus utiliser cette hypothèse-là. Et à grande valeur, il y a aussi le facteur 1,1
qui a été décalé avant. Donc on atteint lambda S avant l'endroit où on l'aurait atteint avec l'hypothèse de Steinberg. Et puis à 2 dimensions, elle regarde ce qui se passe quand les cellules s'étalent. Donc c'est la courbe qui est en bas. La première partie, à gauche, vous voyez que le minimum de la tension de surface, c'est bien quand les cellules s'étalent sur une seule cellule. Et puis après, ce qui minimise la tension de surface, c'est la courbe rouge, c'est quand les cellules s'étalent sur 3 cellules. Ceci dit, ça, elle l'a un peu mis à la main parce qu'elle a choisi son coefficient non linéaire dans la tension de ligne de façon à ce que l'optimum soit sur 3 cellules. Son argument étant que le nombre de liens avec les cellules voisines est encore 6 quand on s'étale sur 3 cellules, et donc que c'est ça qui doit être préféré, ce qui ne me paraît pas très fort comme argument. Mais en tout cas, la réponse là, c'est quand vous êtes dans la partie droite, c'est-à-dire que gamma sur bêta est supérieur à 2, c'est plutôt le lambda S qui compte, et les cellules sont très étalées, et quand vous êtes dans la partie gauche, c'est l'adhésion qui compte, et en gros, la tension de surface varie presque linéairement avec l'adhésion. Et ce que je rappelle que ce que j'ai inclus dans l'adhésion, c'est à la fois la vraie adhésion et puis la différence de contractilité entre les cellules de la surface et les cellules de l'intérieur du tissu. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ces tensions de surface. C'est un paramètre qui, pour moi, est relativement bien défini. Je ne prétends pas que cette théorie explique tout ce qu'il faut expliquer sur les tensions de surface. Ceci dit, je crois que c'est un effort important. J'en ai pas trouvé vraiment d'autres ou des choses qui sont très, très à la main et qui ne sont pas du tout quantitatives, qui essayent d'expliquer ces tensions de surface. Pour finir, alors il ne me reste que 5 minutes, mais je vais vous parler de mouillage. Alors, je vais vous le faire un peu Disneyland, c'est-à-dire je vais vous montrer des images de mouillage d'agrégats ou de sphéroïdes sur des surfaces solides. Donc l'idée, ça c'est toujours des expériences de Françoise Brochard et Karine Gevorkian. Et il y a un très joli article qui a été écrit dans Science en 2010, je crois, 2011, dont le premier auteur est David Gonzalez. Alors l'idée est très simple, c'est de dire, maintenant qu'on sait définir des tensions de surface, on peut regarder ce qui se passe quand on pose un agrégat de cellules sur une surface solide. Donc voilà la surface solide. Voilà l'agrégat. Et l'idée, c'est celle que je poursuis depuis le début, c'est de dire c'est comme une goutte de liquide sur une surface solide. Donc j'ai un paramètre d'étalement. Ça c'est S. Alors si j'appelle S le solide, ça 0 et ça le tissu, ou les cellules, c'est sigma S0, tension de surface ici entre le solide et le milieu extérieur, moins les deux autres, donc moins sigma C qui est la tension de surface ici, moins sigma solide C qui est la tension de surface ici. Si ce paramètre est positif, le sphéroïde doit s'étaler. Si ce paramètre est négatif, il y a un angle de contact fini. Donc il y a mouillage partiel. Alors, tous ces régimes-là sont observés. On est capable de moduler
l'adhésion en modifiant soit par des traitements de surface, soit en changeant les molécules d'adhésion. Ce qui est tracé ici, alors ce n'est pas des tensions de surface, c'est les paramètres d'adhésion, c'est l'adhésion cellule-cellule. De ce côté-là, c'est l'adhésion, donc sur l'axe vertical, c'est l'adhésion cellule-substrat. Le paramètre S, il est égal à 0 quand ces deux adhésions sont égales. Quand on est en dessous, S est négatif et il y a mouillage partiel. Et ce que vous voyez là, c'est un sphéroïde qui est posé, qui a atteint un angle de contact fini et qui est à l'équilibre sur la surface. Ça, c'est de l'eau sur une surface de verre sale, par exemple, qui a un angle de contact fini. Et puis, si vous regardez au-dessus, c'est-à-dire si l'adhésion cellule-substrat est grande, vous avez étalement, et donc le sphéroïde va s'étaler petit à petit. Alors, ce qui est assez spectaculaire, c'est que dans ce cas-là, l'étalement se passe exactement comme ce à quoi on s'attend pour l'étalement de liquide. Ça veut dire qu'en avant de la goutte qui est là, qui s'étale, il y a un film qui se forme et qui s'appelle un film précurseur. Donc, si vous regardez les images d'en haut, ça c'est un sphéroïde, le premier dans une situation de mouillage partiel. Après un sphéroïde qui s'étale, vous voyez la goutte en noir au centre et vous voyez le film qui est une monocouche de cellules, ou presque une monocouche de cellules, qui s'étale en avant du sphéroïde qui s'étale. Il y a même un phénomène, c'est que suivant les conditions, ce film qui est sur les deux images de droite peut garder sa cohésion ou perdre sa cohésion. Donc le film précurseur, il peut être liquide. Ou il peut être gazeux. Et il y a une transition entre les deux. La transition, elle est telle que, évidemment, si l'adhésion cellule-cellule est grande, le film garde sa cohésion. Ça, dans le jargon des gens qui étudient le mouillage, c'est ce qui s'appelle une transition de pré-mouillage. Quand je dis qu'on observe absolument tout ce à quoi ce qu'on souhaite voir et qu'on voit avec des liquides, les deux dernières images, là, E et F qui sont en bas, c'est un film dont l'étalement a été forcé, et ce film démouille. Il est dans une condition où il devrait être en mouillage partiel. On a forcé son étalement, et vous voyez qu'il se forme des trous. Et c'est l'inverse du phénomène de mouillage. Le film va démouiller jusqu'à obtenir, si le mécanisme était complet, un agrégat qui aurait un angle de contact fini, ou plusieurs agrégats qui auraient des angles de contact finis. Donc ça, c'est vraiment la preuve directe qu'on observe avec ces sphéroïdes, à peu près tous les effets qu'on attend à voir avec des liquides qui mouillent une surface. Alors la fin, c'est plus, j'allais dire, pour vous montrer des choses un peu spectaculaires. Je vais, pareil, regarder un sphéroïde qui s'étale, et puis une autre façon de modifier les propriétés de mouillage, c'est de changer la rigidité du substrat. Si on regarde un substrat qui est très rigide, donc le substrat qui est très rigide, c'est Immobile Spreading Aggregates. C'est une goutte qui s'étale, elle reste sphérique et rien ne se passe. Si vous descendez à des rigidités de substrat inférieures à 16 kPa, il y a un mouvement spontané du sphéroïde qui s'étale. Je vais vous en montrer deux. Il y a plusieurs formes. Donc voilà le sphéroïde qui s'étale. Le film précurseur devient très très asymétrique et très bizarre. Et puis ça prend cette forme en canoë, ou je ne sais pas comment vous voulez l'appeler. Et puis ça se déplace. Ça, c'est ce que Françoise appelle un kératocyte géant. Puis le dernier pour... En voilà un autre.
Celui-là, vous voyez que le film précurseur, il n'existe plus que sur les deux côtés ici, et elle appelle ça des pingouins. C'est vrai qu'il y a une petite ressemblance avec des pingouins qui se déplacent. Mon seul message ici, c'est qu'il y a vraiment une analogie très forte avec les liquides et une analogie très très forte avec la tension de surface des liquides. Alors, on n'arrive pas à observer des choses comme ça avec les liquides, sauf que Françoise, elle a pas mal vécu dans ces choses-là, donc elle connaît des liquides qui font des choses comme ça. Il y a des liquides réactifs, et les liquides réactifs, ils modifient la surface pendant qu'ils s'étalent et ils se mettent à bouger tout seuls, et rien n'interdit à ce que les cellules modifient la surface au moment où ils s'étalent, et ça pourrait expliquer ça. Ou alors, il peut y avoir des liquides actifs, et ce n'est pas moi qui vous dirai le contraire, et les liquides actifs, ils peuvent briser la symétrie si tant est que l'activité est polaire. Et dans ce cas-là, ça pourrait faire des choses comme ça. Donc c'est extrêmement riche. Alors j'ai la référence, hein, ça c'est un article que Françoise Brochard a fait avec un dénommé Grégory Beaune. Mais on arrive à avoir une zéologie de phénomènes de mouillage qui est à peu près toute la zéologie qu'on peut avoir avec des liquides simples. Je ne prétends pas que c'est des liquides simples. Ce que ça permet de faire quand même, c'est qu'on peut regarder un par un les éléments constitutifs des liquides. Alors, je connaissais un truc qui faisait ça. Il y a des gens qui ont regardé non pas des étalements d'agrégats de cellules, mais des étalements d'agrégats de dendrimères. Les dendrimères, c'est des... Je ne vais pas rentrer dans la chimie d'abord parce que je l'ai un peu oublié, mais c'est des petites boules de plastique, de polymère, qui peuvent s'empiler et faire des choses qui ressemblent à des liquides. Ça a été pendant très longtemps très très populaire parmi les gens de la chimie des polymères, et les gens ont essayé de faire des fluides qui seraient des dendrimères. La personne que moi je connais, c'est Martin Müller, avec quelqu'un qui s'appelle Sergei Sheiko. Donc ils ont fait des gouttes de dendrimères au lieu de faire des gouttes de cellules, ils les ont posées sur des surfaces et ils les ont regardées s'étaler, un peu avec eux l'idée que les liquides simples c'est trop compliqué parce qu'on ne peut pas aller regarder les molécules une à une, il y a des phénomènes quantiques. Donc si on fait des trucs avec des dendrimères, on peut aller regarder un élément constitué du fluide un par un et regarder ce qui se passe à l'échelle plus ou moins moléculaire. Ils le font par microscopie à force atomique. Les dendrimères, c'est bien plus petit que les cellules. Donc c'est des agrégats de quelques nanomètres ou quelques dizaines de nanomètres peut-être au maximum, mais pas plus que ça. Mais il y a quand même cette structure d'objets un peu ronds qui forment des agrégats et qui peuvent s'étaler sur une surface solide, et de regarder ce qui se passe par exemple au bord. On pourrait regarder en détail ce qui se passe au bord, et c'est ça qu'ils ont fait. Alors pour le coup, ça c'est bien plus simple parce que les dendrimères, ils ne peuvent rien relarguer, ils ne peuvent pas modifier la surface. Donc ce qu'ils veulent, c'est regarder des comportements de liquides simples. Donc voilà, j'ai été un peu vite sur la fin, hein. Mais voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui, et ça conclut un peu ce que je voulais dire sur les tensions de surface de tissus. Ce que je vais faire la prochaine fois, c'est essayer de discuter la rhéologie des tissus. Donc pourquoi un tissu est viscoélastique, et est-ce qu'on peut aller plus loin que la description viscoélastique des tissus. Voilà, je m'arrête là, et je vous remercie pour votre attention. Et on a donc dans 10 minutes ou un quart d'heure le séminaire de Ben Simons.